Tiens, aujourd'hui j'ai fait tailler le rosier de l'arrière-cour parce qu'il en avait drôlement besoin. Et vous me racontez pas votre petite journée? Salut, c'est Sai et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle analyse de personnages. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard! Et après Kaamelott premier volet, je ne voyais pas de meilleur choix pour cette reprise que notre cher Guenièvre. Car que ce soit dans la littérature médiévale ou dans Kaamelott, le destin de la reine est parsemé d'embûches, et le bonheur n'est pas souvent au bout du chemin. Pourtant, si Kaamelott a toujours mis un point d'honneur à nous présenter une version désenchantée de la légende, tournant en dérision ses personnages, le film Kaamelott premier volet apparaît comme une libération pour Guenièvre. Mais n'allons pas trop vite, car entre la légende, la série et le film, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Waouh, j'ai l'impression d'être un vrai youtubeur. Je suis sûr que tu fais ça pour le pognon. T'es quelqu'un de perspicace. NordVPN permet de vous connecter en un seul clic à plus de 5200 serveurs dans 60 pays. Alors c'est bien joli les chiffres, mais concrètement, à quoi ça sert? Votre série préférée n'est pas encore sortie sur le Netflix français, mais elle est déjà disponible aux États-Unis, et bien grâce à NordVPN, vous pouvez y avoir accès. La vidéo de votre youtubeur favori a été bloquée en France, comme par exemple l'analyse de personnage numéro 11, consacrée à Carl dans The Walking Dead, qui a été bloquée dans 242 pays, mais pas au Canada. Allez savoir pourquoi. Et bien grâce à NordVPN, vous pouvez aussi y avoir accès. Et évidemment, si à l'inverse vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez conserver une adresse IP en France, c'est aussi possible avec NordVPN. NordVPN, c'est le VPN le plus rapide du marché, et si vous n'en êtes pas satisfait durant les 30 premiers jours, le remboursement est garanti. Alors rendez-vous tout de suite sur nordvpn.com/saiplay pour obtenir un abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts, tout en profitant d'une énorme réduction. Vous trouverez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Bon allez, on y va. Alors, comme vous le savez peut-être, la légende arthurienne, même avant Kaamelott, c'était déjà un sacré bordel. Un ensemble de textes écrits durant le Moyen-Âge pour raconter l'histoire du roi Arthur et de la quête du Graal. Il n'existe donc pas une seule version de cette légende, mais plusieurs. Et il est donc difficile d'en faire un résumé exhaustif, étant donné que les événements divergent en fonction des auteurs. Vous me prenez pour un enseignant? De quoi? Non, je sentais que c'était le moment de faire une vanne, mais y a rien qui est sorti. Si dans les premiers écrits, Guenièvre ne faisait l'objet que de courtes mentions, apparaissant tantôt comme un personnage faible et opportuniste, tantôt comme un personnage empli de qualités mais victime de la fatalité, c'est notamment avec Chrétien de Troyes qu'elle devient l'archétype de la dame courtoise. Autrement dit, celle qui correspond à un idéal pour la chevalerie, posant ainsi les bases de l'amour courtois qui désigne d'une part le fait d'aimer son ou sa partenaire avec respect et honnêteté dans le but d'atteindre le bonheur ensemble, et d'autre part le fait pour un homme de rang inférieur de courtiser une dame inaccessible, donnant parfois lieu à une relation secrète et interdite, mêlant passion et désespoir, plaisir et souffrance. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Toujours dans la légende, Guenièvre est généralement présentée comme la fille du roi Léodagan de Carmélide, qui est l'un des premiers à avoir reconnu l'autorité du roi Arthur et qui avait de très bonnes relations avec ce dernier. Arthur et Guenièvre se rencontrent donc par l'intermédiaire de Léodagan, tombent amoureux et se marient. Mais à l'arrivée de Lancelot du Lac à la cour, c'est le coup de foudre immédiat. Le chevalier, ami du roi, mettra longtemps à admettre ses sentiments pour la reine. Mais lorsqu'elle sera enlevée par Méléagant, c'est bien Lancelot qui viendra la libérer. Et c'est ainsi que la relation adultère débutera. Lorsqu'Arthur découvre cette relation, il est contraint par son entourage à condamner Guenièvre au bûcher. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Fermez-la! 2 secondes! Et c'est encore Lancelot qui viendra la sauver. Guenièvre sera finalement amnistié et Lancelot exilé. Alors, comme je l'ai déjà dit, il existe de nombreuses versions de cette légende, mais quoi qu'il en soit, Guenièvre est bien souvent un symbole de souveraineté, c'est-à-dire que l'enlevé revient à s'emparer du royaume. Le symbole de la nation bretonne. Il en faut bien des compensations pour encaisser toutes ces conneries, hein. Elle et Arthur n'auront jamais d'enfants ensemble sans que les auteurs de l'époque n'y apportent la moindre explication. Arthur finira par confronter Mordred, le fils incestueux né de son union avec sa demi-sœur Morgane, qui profitera de l'absence d'Arthur pour convoiter sa femme et son trône. Arthur réussira à le tuer, mais sera lui-même mortellement blessé avant d'être conduit à Avalon. Quant à Guenièvre, celle qui était connue pour sa beauté absolument sublime, capable de terrasser tous les hommes qui posaient un regard sur elle, c'est après une dernière rencontre avec Lancelot qu'elle se retirera dans un couvent pour y finir ses jours. Moi, ça me file un peu envie de pleurer, toutes vos histoires-là. Mais revenons à Kaamelott.
Dans le livre 6, Guenièvre nous est présentée comme une jeune femme insouciante et naïve qui rêve de se marier avec un grand et beau prince charmant aux cheveux blonds. Le genre de rêve de petite fille inspiré justement par l'amour courtois, introduit par la littérature médiévale dont elle était, dans la légende, la figure emblématique. Mais ici, Léodagan n'entretient pas d'excellentes relations avec Arthur. Il ne le connaît pas et le voit comme un moyen de se placer au gouvernement par l'intermédiaire de sa fille, tout comme Dame Célie, dont le personnage est une création d'Alexandre Astier. Alors mon personnage a été inventé. Il y a des personnages comme ça qui vont se rajouter dans la légende. Dans 200 ans, on dira bah tiens, la belle-mère d'Arthur s'appelait Célie, alors que pas du tout. Très éloignée des ambitions politiques de ses parents, dont elle n'a pas pris le moindre trait de caractère, bien qu'elle ait apparemment le sourire de son père, elle aspire surtout à leur échapper, en partant vivre aux côtés de l'être aimé. Le fameux cliché du prince charmant qui emmène la princesse au loin sur son cheval blanc. Malheureusement, ce sera un mariage arrangé et non un mariage d'amour, même si à ce moment-là, Guenièvre n'en a pas vraiment conscience, notamment à cause, ou selon comment on voit les choses, grâce à sa mère qui essaye maladroitement de la protéger. C'est pour la politique. Oh non. Non, c'est un mariage d'amour, on vous a dit. Ah oui, pardon. Oui, mais sauf que je le connais pas, alors comment vous expliquer? Non, mais l'amour, ça s'explique pas. Si Lancelot aura bien un coup de foudre immédiat en la voyant, elle n'en saura rien, et prendra son rôle de reine aux côtés d'un roi dont elle ignore tout. Un roi qui était déjà lié à une autre, prisonnier d'une promesse qui l'empêchera de ne serait-ce qu'envisager une vraie relation avec son épouse. Guenièvre n'avait pas encore quitté la Carmélide, qu'elle était déjà elle aussi prisonnière sans le savoir, condamnée à une vie privilégiée de reine de Bretagne, parsemée de tristesse, de désillusion et surtout de solitude. Mais à une condition. Laquelle? Je veux quitter la maison de mes parents pour aller vivre avec mon mari. Sans ça, je me marie pas. 15 ans plus tard, à Kaamelott, on retrouve donc Guenièvre qui n'a absolument pas échappé à ses parents, dont elle subit la présence à chaque repas. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à ce moment-là, Guenièvre est vraiment une reine caricaturale. Délaissée par son mari et s'ennuyant ferme à Kaamelott, sa seule préoccupation est d'occuper son trop vaste temps libre, que ce soit en préparant des fêtes d'anniversaire, en organisant des réunions de femmes de chevaliers ou en voulant interpréter une tragédie grecque sans prendre le temps de répéter, en pensant que c'est facile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est rien, vous inquiétez pas. Vous avez pris la foudre? C'est rien, je vous dis, vous occupez pas de ça. Ah ben, je compte pas m'en occuper, je vous rassure. Par contre, vous pouvez partir? On la voit la plupart du temps au lit ou en train de se faire coiffer par sa boniche qui représente bien souvent sa seule compagnie. Toujours d'une grande naïveté, elle ne semble pas vraiment se préoccuper de la vie politique du royaume et apparaît surtout comme une femme agaçante et superstitieuse qui a peur de l'orage car ce serait la marque de la colère des dieux, qui tire des raisonnements tous plus ridicules les uns que les autres et qui a même la phobie des oiseaux. Quoique, pour ce qui est des phobies, Arthur ferait mieux de pas trop la ramener. Je suis sûre que c'est parce qu'ils ont pas de bras. Oh, mais arrêtez de dire des conneries. Ils marchent sur leur ventre. Dans le genre flippant, je sais pas ce qu'il vous faut. Mais le véritable drame de Guenièvre, c'est qu'elle se retrouve dans l'incapacité de réaliser la seule chose qu'on attend d'elle, donner naissance à un héritier. Et c'est une véritable pression qu'elle subit au quotidien, notamment par l'intermédiaire de ses parents qui ne ratent pas une occasion de le lui rappeler. Mais sans la moindre éducation sexuelle, elle ne sait absolument pas comment s'y prendre. Ses tentatives maladroites seront facilement esquivées par Arthur et le mariage ne sera donc jamais consommé. Comme vous me touchez pas les choses de l'amour, je m'assois dessus et je parle figuré, alors je me suis plongée dans la pâte d'amande. Alors ça aurait au moins pu être une relation platonique bienveillante, mais en l'absence de tendresse, ils passent leur temps à se disputer. Et les rares marques d'affection de la part d'Arthur sont vite éclipsées par les nombreuses fois où, après avoir passé une mauvaise journée, ce qui arrive souvent, il décide de la pourrir. Alors, dans son malheur, elle pourra tout de même se confier à Lancelot, mais n'étant pas très observatrice, elle ne se rendra pas compte de son affection, et le considérera simplement comme un confident. Bref, vous l'aurez compris, à ce moment-là, Guenièvre est avant tout une femme seule et malheureuse. Le seigneur Lancelot est amoureux de vous. Quoi? Et depuis la première fois qu'il vous vit. Voilà, c'est dit. Mais la fin du livre 3 marque un premier bouleversement dans l'histoire de Kaamelott, à partir du moment où Guenièvre apprend les sentiments de Lancelot par l'intermédiaire de Bohort. Pour ma part, je suis persuadé qu'elle n'aurait jamais rejoint Lancelot si Arthur n'avait pas fauté avec Mévanouie. Mais quand elle les surprend, elle ne fait pas que comprendre qu'il l'a trompée. Elle se rend surtout compte de l'absence totale de considération d'Arthur à son égard, contrairement à elle qui était sincèrement dévouée à son roi qu'elle pensait aimer. Et qu'est-ce que vous allez faire de moi? De vous? C'est-à-dire comment ça? Mais je sais pas, rien.
Enfin, si, comme d'habitude, quoi. Oui, voilà, rien. Si on considère que Méléagant est la réponse à la faute commise par Arthur avec Mévanoui, et que c'est cette faute qui est à l'origine du départ de Guenièvre, je pense qu'on peut dire que, comme dans la légende, mais cette fois-ci d'une manière symbolique, c'est Méléagant qui enlève Guenièvre à Arthur. Sauf que cette fois-ci, c'est bien Arthur qui est le seul responsable, Méléagant n'étant que la conséquence de ses propres erreurs. Et malheureusement, contrairement à la littérature médiévale, Lancelot ne pourra pas sauver Guenièvre, étant donné qu'il sera lui aussi à la merci de Méléagant. Puis, un jour, la Corneille raconte qu'elle a entendu au loin quelqu'un qui recommence à pleurer. Guenièvre, Guenièvre. Guenièvre décide donc de rejoindre Lancelot dans la forêt, et après avoir vécu 15 ans sans la moindre considération de la part d'Arthur, je pense qu'on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Elle souhaitait simplement avoir droit à sa part de bonheur, et voyait son départ comme une libération, une lueur d'espoir au milieu des ténèbres de sa solitude. Sauf que cette lueur d'espoir sera de courte durée. Elle regrette le confort de Camelot et découvre même que, niveau intimité, Lancelot n'a malheureusement pas plus d'expérience qu'elle. Enfin, ça c'est comme le cheval, hein. On a beau expliquer tout ce qu'on veut expliquer, au bout d'un moment, pour savoir faire du cheval, faut faire du cheval, hein. Non, mais ça, le cheval, ça va, ça. C'est le reste qui pêche. Et c'est surtout un véritable choc de découvrir que Lancelot n'est pas non plus le grand et beau prince charmant aux cheveux blonds dont elle avait tant rêvé. Il se montre extrêmement possessif, ne prend pas plus en compte son avis et sombre peu à peu dans la folie, allant jusqu'à l'attacher à son lit pour ne pas qu'elle le quitte. Si Guenièvre était prisonnière de sa condition de reine de Bretagne à Camelot, cette fois elle est prisonnière de la folie destructrice de Lancelot. Je préfère vous tuer de mes mains plutôt que de vous perdre. Celle-là, en revanche, on ne l'avait jamais faite. Alors la venue d'Arthur aurait pu apparaître comme une libération, mais il n'en sera rien, car tous deux savent pertinemment que c'est en fait un retour à la case départ. Guenièvre est comme toujours un symbole de souveraineté, et son destin ne peut pas être dissocié de celui du royaume. Une victoire qui sonne donc comme un échec, pour elle comme pour lui. Et bien qu'il n'y ait aucune haine dans leur regard, aucune rancœur ou aucune colère, on peut tout de même y percevoir une forme de tristesse ou de résignation. Car à ce moment-là, c'est comme s'ils comprenaient enfin qu'ils sont tous les deux prisonniers d'un destin qu'ils n'ont pas choisi et qu'il faudra bien faire avec. Disons que tout s'est pas passé exactement comme je l'espérais. Bon, oui, navré. Bon, allez, venez. C'est donc le livre 5 qui marque une réelle évolution pour Guenièvre, notamment dans la manière dont elle sera perçue par Arthur ainsi que par le spectateur. Elle semble enfin s'intéresser aux problématiques de Camelot et devient de plus en plus pertinente dans ses raisonnements, allant même jusqu'à embarrasser Arthur en lui faisant remarquer l'incohérence d'autoriser ses chevaliers à former des clans autonomes alors que l'une de ses principales missions a toujours été de fédérer les clans existants autour de Camelot et de la quête du Graal. Enfin, c'était pas exactement ça. Ah oui, voilà, c'était pas exactement ça. Non, mais c'est presque pareil. Ah oui, non, c'est trop facile aussi. Hein. Moi, il me faut un peu de précision, je suis désolé. Mais c'était pas formulé pareil. Eh ben, démerdez-vous pour formuler correctement vos phrases. Voilà, ça me semble un minimum. Il existe d'ailleurs un débat autour de Guenièvre dans le livre 5, étant donné que quand Arthur replante l'épée, elle dit qu'elle connaît parfaitement les lois, et qu'en l'absence de roi, c'est à la reine de choisir un régent. Mais plus tard, quand Arthur fait croire qu'il n'a pas pu retirer l'épée, elle ne dit rien, et il est alors nécessaire de faire appel à un jurisconsulte pour qu'il ressorte au final exactement la même loi. Je rêve ou je vous ai cloué le bec? Alors, selon moi, il existe 3 interprétations possibles. Soit c'est une incohérence, ce qui paraît étrange pour 2 événements se déroulant dans le même livre, soit c'est elle qui décide de ne rien dire car elle voit bien qu'Arthur est en pleine dépression et elle souhaite donc le protéger, ce qui serait cohérent avec le fait qu'elle s'est toujours préoccupée du bien-être d'Arthur, soit ce sont les autres qui n'ont même pas pris la peine de lui demander son avis, étant donné qu'ils la considèrent comme une gourde qui n'y connaît rien en politique, ce qui serait aussi cohérent avec le fait que Guenièvre n'est jamais considérée à sa juste valeur. Je vous laisse me dire dans les commentaires quelle interprétation est la bonne selon vous, et je suis curieux de savoir si vous en avez d'autres à proposer. J'enchaîne. Allez-y, roulez, roulez! Quoi qu'il en soit, c'est sous la menace qu'elle désignera son père comme régent, et c'est la suite du livre 5 qui marque, à mes yeux, les plus belles scènes de Guenièvre dans toute la série, à partir du moment où elle fait conscientiser à Arthur son désir de descendance, ce qui est tristement ironique étant donné qu'il n'a jamais pris la peine d'essayer d'en avoir avec elle. Et il faudrait forcément que ça soit un fils. Pour le trône, oui. Et à part pour le trône? Pour moi, vous voulez dire?
C'est donc quand elle décide d'accompagner Arthur à travers la Bretagne que leur relation va véritablement évoluer vers quelque chose de beau. Comme si c'était Camelot et les responsabilités qui en découlent qui les avaient jusqu'alors empêchés de se rencontrer. La scène à la taverne nous présente ainsi un échange particulièrement touchant. Et si à une époque j'avais l'impression de voir un frère et une sœur, aujourd'hui je vois simplement deux enfants côte à côte. Honnêtement, je m'en suis rendu compte en l'écrivant, donc ça vaut ce que ça vaut. Ça a certainement un lien avec le fait que cette quête de descendance, plus j'avance et plus je la vois comme la quête de l'enfant intérieur, celui dont Arthur a besoin pour être un héros. Mais je digresse, donc je pose juste ça là, et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller jeter un œil à ma vidéo sur le théâtre fantôme. Mais quoi? Mais non, mais quoi, allez, vous en voulez ou vous en voulez pas? Oh. Malheureusement, Guenièvre sera contrainte de s'arrêter en cours de route, après avoir tout de même sauvé la vie d'Arthur, prouvant ainsi son courage et nous offrant au passage une scène particulièrement satisfaisante. Et on peut aussi noter que Méléagant attendra qu'Arthur soit seul pour le rejoindre, tout comme il s'était avancé vers Lancelot après qu'il ait perdu Guenièvre, comme si Guenièvre était une protection face à la réponse. Vous vous êtes toujours occupé de moi comme ça ou c'est récent? Ben, disons que c'est plus facile de s'occuper de vous quand vous êtes au 36e dessous, vous êtes un peu plus accessible. Il faudra donc attendre la fin du livre 5 pour qu'Arthur réalise enfin tout ce que Guenièvre avait fait pour lui, reconnaissant ses torts vis-à-vis d'elle, lui rendant ainsi un peu de sa dignité. Guenièvre a toujours été présente pour Arthur, malgré l'absence de réciprocité, et il aura fallu qu'il soit au plus bas pour se rendre compte qu'elle lui permettait un peu de tenir debout. Son dévouement ne fera plus aucun doute quand elle se dressera face à Lancelot, tournant ainsi la page sur ce grand et beau prince charmant aux cheveux blonds qu'elle avait tant idéalisé. Mais à ce moment-là, elle ignorait ce qui se trouvait derrière cette porte qu'elle avait choisi de protéger, dans ce bain qu'elle avait elle-même fait couler. Alors, vous m'avez jamais avoué que vous vous étiez marié une première fois, hein, mais ça, vous me l'avez laissé voir. À la fin de la série, Guenièvre semble plus forte et plus déterminée que jamais. Elle n'a pas hésité à fuir la Carmélide contre la volonté de ses parents, elle n'a pas hésité à tenir tête à Hygerne et Crida, que je trouve personnellement bien plus terrifiante que Lancelot, mais passons, et elle n'a pas non plus hésité à se retrouver face à Arthur qu'elle croyait mort. Et quand il lui avoue son premier mariage, en lui conseillant de lire ses mémoires, c'est la première fois qu'il se montre entièrement honnête envers elle, mais aussi envers lui-même, en la considérant enfin comme faisant partie de son histoire. Et pourquoi vous me l'avez jamais dit? Je sais pas. Je voulais pas vous faire de mal. Y a pas un moyen que vous mourriez pas? Bien que surprise, elle ne montrera aucun signe de jugement vis-à-vis de son passé, lui faisant simplement remarquer qu'elle ne méritait pas qu'il se donne la mort dans un bain qu'elle avait elle-même fait couler. Peut-être que j'ai voulu vous mettre la faute sur le dos. Bah, c'est pas gentil. Alors, difficile de dire si Guenièvre a eu le temps de lire ses mémoires, mais peu importe, car je suis persuadé que son amour pour Arthur a toujours été inconditionnel. Pour ma part, je pense qu'elle n'a pas eu le temps de les lire, étant donné qu'elle a certainement recroisé la route de Lancelot peu de temps après. Mais n'allons pas trop vite, car avant de passer aux événements de Camelot premier volet, je pense que c'est le moment de remercier Anne Giroir pour son interprétation du personnage de Guenièvre dans la série ainsi que dans le film. Une interprétation qui a autant su nous faire rire que nous émouvoir. Nous ne pouvions rêver d'une meilleure reine de Bretagne, et pour ma part, le visage de Guenièvre sera toujours celui d'Anne Giroir. Moi, une fois, j'ai poussé par la fenêtre. Alors si vous n'avez pas encore eu la chance de voir Camelot premier volet au cinéma, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous conseille soit d'aller le voir s'il est encore en salle à ce moment-là, soit d'attendre la sortie DVD prévue pour le 24 novembre. Je vous invite donc à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si vous êtes encore là, je considère que je peux à présent spoiler le film sans risque. Si vous croyez que ça me fait plaisir d'être coincé là où... Ça fait longtemps que vous attendez. 10 ans qu'Arthur a disparu. 10 ans que Lancelot est au pouvoir. 10 ans que Guenièvre est prisonnière. Comme toujours, sa boniche est sa seule compagnie, et c'est donc encore une Guenièvre seule et malheureuse qu'on retrouve au sommet de cette tour. Tenant tête à Lancelot en lui cachant l'existence d'un prétendant, elle n'a de cesse de le supplier de la laisser partir. Mais comme dans la légende, Guenièvre est un symbole de souveraineté. L'enlever revient symboliquement à s'emparer du royaume, et au fond, c'est peut-être elle qui a le plus souffert de l'absence d'Arthur. Et justement, c'est quand il apprend le sort de Guenièvre qu'Arthur réagit enfin. Première fois qu'il s'intéresse suffisamment à la situation pour décider d'agir de son propre chef. Ah oui, bah ça, faut se méfier avec les mecs à cran. Hein.
C'est donc avec Arthur qu'on découvre le fameux prétendant. Mais encore une fois, la réalité n'est pas à la hauteur de la légende. Le prétendant n'est même pas amoureux de la dame, et la courtisée revient simplement à prouver sa valeur aux yeux du monde. Une déconstruction du mythe qui s'appuie pourtant sur une réalité historique, étant donné que l'amour courtois était avant tout un moyen pour l'homme de s'élever au-dessus des autres, considérant la dame à courtiser comme un trophée à exposer. Guidé par l'ambition et non pas par l'amour, le prétendant abandonnera et finira par chuter lamentablement. Ça l'a calmé le bouseux. Le genre de scène qui nous rappelle que si Kaamelott nous présente une version désenchantée de la légende, c'est aussi pour coller davantage à une forme de réalité. Le prince charmant sorti de nulle part n'existe pas, et c'est donc Arthur qui grimpera les marches de la tour pour sauver Guenièvre. Pourtant, ce n'est pas sa libération qui la fera réagir en premier, mais bien le fait de découvrir qu'Arthur est toujours en vie, nous prouvant une fois encore qu'elle fait passer le bien-être d'Arthur avant son propre bonheur. Moi, je vous aime. Enfin, je crois, hein. Guenièvre accompagnera donc Arthur au rocher, et sans elle, il n'aurait jamais pu tenter de retirer l'épée, car en effet, c'est bien elle qui parvient à gagner la partie de Robobrol. L'épreuve ultime, absurde certes, mais essentielle pour que l'histoire se poursuive. Et si l'épée cessera de flamboyer entre les mains d'Arthur, c'est encore Guenièvre qui lui rappellera le chef qu'il était, et donc le chef qu'il devait être. Guenièvre avait déjà largement fait sa part à ce moment-là, mais dans les salles de cinéma, c'est tout ce qui allait suivre, qui allait véritablement marquer le spectateur, en bouleversant toutes les règles établies jusqu'alors. Bon, bah moi je vous le dis, j'ai la trouille. La trouille? Ben oui, parce que là c'est le moment où ça... Où ça vous fout la trouille? Si la couronne de fleurs pourrait n'être vue que comme un prétexte sorti de nulle part, elle est pourtant riche de symboles. On peut déjà y voir un lien avec l'alliance perdue d'Aconia, mais là où l'alliance symbolisait l'enfermement d'Arthur par une promesse qui l'empêchait d'être heureux, la couronne de fleurs, elle, représente l'amour inconditionnel de Guenièvre pour Arthur, le fait qu'elle n'a jamais cessé de veiller sur lui sans jamais rien attendre en retour. Et ce n'est évidemment pas non plus anodin si l'objet choisi pour représenter cet amour inconditionnel est une couronne. Une couronne dont Arthur ne voulait plus. Et pourtant, ici, on a bien affaire au couronnement symbolique d'Arthur par Guenièvre, au couronnement du roi par la reine. C'est mortel! Ouais, c'est mortel! Quant aux flashbacks d'Arthur qui viennent compléter son origin story du livre 6, ils sont peut-être en partie là pour lui rappeler l'époque où il se battait par amour sans la moindre hésitation. Mais j'ai bien conscience que c'est plus complexe que ça, et ce sera donc le sujet d'une autre vidéo, car pour l'heure, ce n'est pas ce qui se passe dans la tête d'Arthur qui nous intéresse, mais bien ce qui arrive à notre très chère reine. Oh non, mais ça va comme ça, c'est pas mal. Faire un petit tour par là ou... Oui, non, mais ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah ouais, c'est pas mal, on l'a jamais fait. Si Kaamelott a toujours mis un point d'honneur à déconstruire la légende pour nous en offrir une version désenchantée, quelle émotion de voir que cette fois-ci, c'est un vrai conte de fées qui est offert à l'un de ses personnages. Arthur montera donc au balcon pour rejoindre Guenièvre, et si la première tentative du prétendant guidé par l'ambition avait été un échec, celle du roi guidé par l'amour sera une réussite, pour nous amener vers un dénouement qu'on était nombreux à attendre depuis longtemps, mais certainement pas depuis aussi longtemps que Guenièvre elle-même. C'est donc accompagné par la plus belle musique du film, Arthur à la tour, que la scène se conclut par un baiser suivi d'un fondu au noir. Alexandre Astier a toujours conservé une certaine pudeur dans ses œuvres et nous sommes donc libres de deviner la suite. Pour ma part, j'aime à croire que le mariage est peut-être enfin consommé. Vous devriez arrêter de sourire parce que je vous promets, ça devient vraiment malsain. Guenièvre est un personnage qui en a particulièrement bavé tout au long de la série. Et après 10 ans d'attente, je trouve que le film lui rend particulièrement bien justice. Comme si Kaamelott premier volet était en partie une lettre d'amour à ce personnage et à tout ce qu'elle représente. Une femme naïve, certes, mais capable d'un amour inconditionnel, et se montrant souvent plus forte qu'il n'y paraît. En lui offrant ce baiser, Arthur lui rend sa dignité, et c'était une étape essentielle pour qu'il redevienne vraiment un héros. Vous savez pas faire ça? Entraîner les troupes, les sièges... Vous faisiez pas avant ça? Alors on peut se demander si Arthur et Guenièvre auront un enfant ensemble. La dernière image du film, sans compter la scène post-générique bien sûr, nous laissant sur un splendide tableau du roi et de la reine. Personnellement, je n'en ai aucune idée, mais s'il s'avère que c'est le cas, cet enfant ne pourra pas vraiment avoir un véritable rôle dans l'histoire, à moins qu'on soit prêt à une nouvelle ellipse de 20 ans, ce dont je doute fortement, étant donné que le film a déjà pris la peine d'introduire les personnages qui incarnent cette nouvelle génération. Ah bon? Quoi, bon? Non, mais je...
Mais quoi qu'il en soit, Arthur pourra enfin compter sur Guenièvre à ses côtés. Il a enfin compris qu'ils avaient besoin l'un de l'autre et il peut enfin poursuivre la quête du Graal. Impossible pour l'instant de dire si la fin de l'histoire sera heureuse pour Guenièvre, car il reste encore 2 volets que j'ai hâte de découvrir. Mais pour l'heure, je suis simplement ravi de constater qu'elle a enfin eu le droit à sa petite part de bonheur. Alors n'oubliez pas que chaque personnage mérite qu'on en parle, si on prend le temps de voir l'histoire de son point de vue. C'est maintenant chose faite pour Guenièvre dans Kaamelott. C'est passé drôlement vite. Oui, en même temps, c'est pas tellement utile que ça dure 2 heures non plus. Hein. Non, mais bon. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, parce que moi, ça me fait grave plaisir de pouvoir enfin remettre au goût du jour mes toutes premières vidéos. Donc vous vous en doutez, il va y avoir pas mal de versions 2.0, ça demande du temps, car entre la légende, la série et maintenant le film, il y a beaucoup d'informations à traiter, et je vous fais donc confiance pour me dire dans les commentaires les personnages que vous aimeriez que j'analyse en priorité. À part ça, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Pour ma part, cette vidéo, c'est un peu ma 5e rentrée sur YouTube. Et oui, déjà 4 ans que la chaîne existe, donc comme toujours, je compte sur vous pour me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et aussi pour la partager, ça aide pas mal. Bref, si vous êtes encore là, c'est forcément que vous êtes déjà abonné, alors prenez soin de vous, et à très bientôt. Ouais.